Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de la chaîne. Nous allons continuer dans l'exploration de notre imaginaire au sujet des voyages interstellaires. Dans le premier épisode, j'avais évoqué avec les vaisseaux de l'espace un ouvrage quasi confidentiel et l'imaginaire du plus grand nombre a été façonné par des œuvres beaucoup plus fameuses dans la littérature, au cinéma ou dans la bande dessinée. À travers elles, le thème du trajet vers les étoiles, de système planétaire en système planétaire, nous est devenu tout à fait familier. Nous avons certainement tous en tête des histoires de science-fiction ayant pour cadre une galaxie, la Voie lactée, notre galaxie, ou éventuellement une autre, lointaine, très lointaine, dans laquelle les planètes jouent le rôle de nations ou de provinces d'empires. À titre d'illustration, j'ai sélectionné une dizaine d'œuvres que j'estime majeures, au moins en considérant l'impact qu'elles ont pu avoir dans l'imaginaire du plus grand nombre. Parmi des centaines basées sur ce schéma narratif. Nous allons les parcourir une par une, pour examiner de plus près de quelle manière les auteurs s'y sont pris, pour produire chez nous, lecteurs ou spectateurs, cette suspension consentie de l'incrédulité qui nous permet de rentrer pleinement dans le récit. Allez, générique. On commencera avec ce que j'appelle les trois stars. Star Wars, Star Trek, Stargate, auquel je rajouterai Starship Troopers, qui a été un événement cinématographique en son temps. Dans le domaine littéraire, j'ai sélectionné le cycle de fondation de Isaac Asimov, Dune de Frank Herbert, également adapté au cinéma, le space opéra Hyperion de Dan Simmons et La guerre éternelle de Joe Haldeman. Au cinéma de nouveau, le film Alien de Ridley Scott et ses suites, et Avatar de James Cameron. Pour finir, et parce que la bande dessinée ne doit pas rester en reste, j'appellerai à la barre la série des Valérians de Mézières et Christin, qui a bercé mon enfance, ainsi que celle des Yoko Tsuno de Roger Leloup, dont je collectionnais les albums. Et pour finir par une œuvre plus moderne, je propose Les Mondes d'Aldébaran de Léo. Dans toutes ces œuvres, les protagonistes se déplacent d'une planète à la suivante dans des durées compatibles à la tenue de la narration. Le trajet interstellaire paraît une formalité à portée de main des prochaines avancées d'une physique triomphante. Ce qui va m'intéresser ici, ce sont les divers moyens imaginés pour s'extraire des limites imposées par la physique actuelle. Et bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais je suis un grand fan de ces œuvres de science-fiction, mais vous devinez ici que mon propos est presque offensif. Il s'agit d'arraisonner ce délicieux carburant de contrebande qui circule dans notre imaginaire et de le mettre à l'ombre, au fond de la cale, entre parenthèses de la réflexion, afin de faire ressurgir l'autorité de la physique et de réfléchir enfin sous contrainte. Et pour mener à bien cette saisie de douane, il faut commencer par répertorier la came. On va considérer ici 4 cas. Premier cas, aucun processus physiquement intelligible n'est proposé. On a éventuellement un vocable, mais aucune réflexion ne peut être conduite pour en évaluer la faisabilité. On le symbolisera avec le signe moins. Deuxième cas, un processus physiquement intelligible est proposé, mais il est spéculatif et situé en dehors de notre horizon technologique. On le symbolisera par un petit plus. Troisième cas, un processus correspondant de la physique établie est proposé, mais sans souci de dimensionnement ou d'ordre de grandeur, notamment des énergies impliquées. Et on symbolisera ce cas par 2 petits plus. Enfin, quatrième cas, un processus correspondant de la physique établie est proposé et un premier pas a été fait pour dimensionner la solution. Commençons par Star Wars, sans doute la plus populaire de toutes ces œuvres. Dans ce space opéra d'une très grande richesse, le mode de propulsion à longue distance est très uniforme et réglé d'un trait de plume. Les vaisseaux pulvérisent la vitesse de la lumière grâce à une hyperpropulsion, hyperdrive en version originale. En sautant dans une sorte de dimension parallèle à l'espace, l'hyperespace.
L'hyperespace permet ainsi à des voyageurs de traverser une galaxie en quelques dizaines d'heures. Toutes sortes de vaisseaux existent sur ce principe. Il existe même des pages réalisées par des fans dont je vous mets un exemple ici et qui listent les performances de ces vaisseaux. Bien que fan, grand amateur de Star Wars depuis mon enfance, j'avoue que je me perds un peu en conjecture sur les motivations profondes qui sous-tendent de tels classements dans la mesure où évidemment l'arbitraire domine en maître dans la définition de ces vaisseaux. Ça croise ma réflexion sur les malaises qui m'étreignaient devant ces vaisseaux de l'espace. On est clairement en tout cas dans un cas 1. L'hyperespace de Star Wars ne correspond à aucun concept de physique reconnu. Dans les épisodes de Star Trek, les vaisseaux se déplacent grâce à des moteurs à fusion, moteurs à impulsion. Et pour ce qui nous intéresse ici, les trajets interstellaires à vitesse supraluminique, ils utilisent le phénomène de distorsion de l'espace, warp drive, avec un carburant d'antimatière pour fournir l'énergie. La série fait également un large usage de téléportation avec dématérialisation et rematérialisation des sujets au sein de cabines dédiées. Avec le warp drive, on rentre dans un cas 2, cela correspond à une propulsion alcubierre qui peut se décrire par des équations de physique bona fide, mais cela reste très en dehors de notre horizon technologique. Concernant la téléportation, même si ce concept existe pour décrire un phénomène physique, sa mise en œuvre, en plus d'être absurdement difficile au plan technologique, implique des particules intriquées prépositionnées au point de départ et au point d'arrivée. En bref, la téléportation de Star Trek n'est soumise à aucune contrainte et on rentre dans le cas 1, donc un petit moins. Enfin, l'usage d'antimatière fait appel à un concept de physique reconnu, mais rien n'est dimensionné au niveau des quantités requises, ce qui rentre dans le cas 3. Dans Stargate, l'hyperespace, encore lui, est utilisé par les vaisseaux spatiaux. Ils y entrent grâce à un générateur d'hyperpropulsion qui peut ouvrir une fenêtre assimilée à un trou noir artificiel depuis n'importe quel point de l'espace, excepté près des trous noirs. Ce principe est également à l'œuvre dans des réseaux de portes des étoiles, dont la surface porte le nom évocateur d'horizon des événements, directement inspiré de la physique des trous noirs. C'est donc encore le concept d'hyperespace qui est utilisé, mais on va retenir quand même un effort pour relier ça au concept de trou noir, et on comprend que le mode de déplacement est probablement inspiré du concept fascinant de pont Einstein-Rosen, qui permet en théorie de relier deux trous noirs à travers l'espace-temps. On n'a pas le temps de détailler, mais on va dire que ça vaut un petit plus. Dans Starship Troopers, on apprend dans le roman éponyme que les engins spatiaux sont mus par une propulsion Cherenkov et qu'ils peuvent voyager de sol à Capella à une distance d'environ 46 années-lumière en moins de 6 semaines. On n'en saura pas plus. On rappelle que le rayonnement de Cherenkov désigne la lumière bleutée émise par un milieu, de l'eau ou de l'air typiquement, traversée par des particules qui vont plus vite que la lumière dans le dit milieu. L'appellation de propulsion Cherenkov est donc astucieusement forgée puisqu'elle évoque un dépassement de la vitesse de la lumière, mais ça s'arrête là. Les croiseurs de la classe Athéna qui mènent les troupes sur les zones de conflit, et dont on voit ici un fan art, ont belle allure, mais on ignore tout à fait à quoi ils carburent. On est dans un cas 1 sans discussion possible. Et je vais mettre ça dans la colonne tachyon et on verra plus tard ce que ça désigne. Dans le cycle des fondations d'Asimov, on retrouve l'hyperespace et les voyages au sein de l'Empire trantorien se font en empruntant cette dimension parallèle. Le seul inconfort que présente le trajet est une légère crispation au niveau de l'abdomen au moment du saut. Cas 1, sans discussion. Dans le cycle de Dune de Frank Herbert, nous avons une guilde spatiale qui dispose du monopole des voyages spatiaux et qui utilise à cet effet de gigantesques vaisseaux, les longs courriers, propulsés par des générateurs Holtzmann, qui autorisent des déplacements spatiaux instantanés. L'effet Holtzmann qui permet de telles prouesses n'est, aux surprises, pas détaillé dans la série. On sait seulement qu'il permet de plier l'espace pour naviguer sans se déplacer,
Il est dit également que le modèle mathématique qui base cet effet est bien trop compliqué pour être manipulé par l'esprit humain. Aussi, la guilde utilise-t-elle l'épice pour produire des navigateurs doués de préscience, seuls capables de les guider à travers les méandres de l'espace-temps. On a bien compris que l'effet Holtzmann n'est qu'un mot, mais là encore, on note un petit effort de relier ce concept à du warp drive, ce qui vaut un petit plus. Dans l'univers des Cantos d'Hyperion, le voyage entre les différentes planètes de l'hégémonie s'effectue de deux manières. Soit par un système élaboré de téléportation, le réseau des portails Distran, qui permet un déplacement quasi instantané entre deux points munis de portes, soit un moyen de transport plus classique à bord de vaisseaux spatiaux équipés de moteurs à propulsion Hawking, dont on ne connaîtra rien de plus, mais qui permet d'aller à plus de 1000 fois la vitesse de la lumière, en plongeant également les voyageurs dans un état de fugue, une espèce d'état d'hibernation. Alors l'efficacité des portails Distran est absolument phénoménale, et à l'occasion du 5e centenaire de l'hégémonie, les mystérieuses IA, les intelligences artificielles qui se sont séparées des humains pour former leur propre lieu de résidence, le technocentre, et qui sont en charge de ces portails, ont utilisé la technique des portails Distran donc, pour faire circuler un fleuve, le Tétis, de planète en planète sur l'ensemble de la galaxie, permettant ainsi le développement spectaculaire d'un commerce fluvial interstellaire. Et un des personnages de la saga est suffisamment fortuné pour se payer un appartement dont chaque pièce est située sur une planète différente. Ça va en faire rêver les citadins. Quoique l'auteur passe pas mal de temps à détailler ces modes de déplacement, qui jouent un rôle crucial dans la narration, ils sont tout aussi infondés les uns que les autres, et on a donc 3 moins dans le tableau. Dans la guerre éternelle de Haldeman, les vaisseaux sont munis de moteurs tachyoniques permettant de s'approcher très près de la vitesse de la lumière, et l'auteur prend en compte assez habilement les effets temporels relativistes qui sont en fait au cœur de l'intrigue. Mais pour les trajets interstellaires, spécifiquement interstellaires, les vaisseaux relativistes vont rejoindre des collapsars, des étoiles effondrées, on dirait aujourd'hui des trous noirs, autorisant des sauts instantanés d'un système stellaire à un autre. L'auteur, je le signale, est titulaire de l'équivalent d'une licence universitaire en astronomie. Il fait un usage correct des effets relativistes et on peut supposer que les collapsars sont reliés par des ponts Einstein-Rosen, ce qui vaut un petit plus. Par contre, pour la propulsion tachyonique, c'est moins. Les tachyons désignent en fait une particule dont la masse serait imaginaire. Dans la théorie de la relativité, c'est un terme scientifique, mais qui désigne quelque chose qui n'existe pas. Et aucun concept de propulsion tachyonique n'a jamais été proposé. L'univers des aliens est plus low-tech, plus réaliste en un sens, et il s'affronte plus directement à l'obstacle de la durée de trajet. Ceci dure des années, voire des décennies, durant lesquelles il faut placer l'équipage en état d'hibernation ou biostase. Je n'ai par contre aucun détail sur les modes de propulsion de ces vaisseaux. Si quelqu'un les connaît, qu'il les mette en commentaire. J'ai mis un petit plus pour l'hibernation, quoique de mon point de vue, on ne dispose d'aucun moyen dans les sciences du vivant permettant de stopper complètement les processus biologiques. Dans Avatar, maintenant, un réel effort de réalisme a été consenti, au point que l'excellent Roland Lehoucq, physicien au CEA, et qui s'est fait une spécialité de décrypter scientifiquement les univers de science-fiction, a pu effectuer une analyse du Venture Star, le vaisseau utilisé pour rejoindre Alpha du Centaure. Je vous mets le lien en description. Le vaisseau est censé atteindre les 2/3 de la vitesse de la lumière, en incluant un freinage, et pour que la taille du vaisseau soit réaliste, il faut à mon sens lui donner, vu la taille des réservoirs, il faut donc un carburant d'antimatière et une éjection de l'antimatière à environ 1/3 de la vitesse de la lumière, ce qui est très loin de ce qui est réaliste. Mais quoique peu réaliste, le cas d'Avatar mérite donc d'être considéré à part dans notre petit sondage,
La technologie est fictive, mais la science est bien traitée au point qu'il est possible d'en faire une analyse rationnelle. On a donc 3 petits plus. On passe à nos 3 univers de bande dessinée. Dans le monde de Valérian et de Laureline, retour à la science fictive. On y pratique sans contrainte le saut spatio-temporel qui permet des déplacements instantanés et sans effort, non seulement dans l'espace, mais également dans le temps, donnant une totale liberté à la narration. On est clairement en présence d'un cas 1. Yoko Tsuno évolue dans un monde qui semble moins fantaisiste, et la plupart des aventures se déroulent sur Terre dans un univers technologique réaliste. Mais notre héroïne, dès les premiers albums, fait la connaissance avec des êtres, ma foi, très fréquentables, mais plus qu'extraterrestres, carrément extragalactiques. Des habitants de M33, la galaxie du Triangle, petite cadette de notre groupe local de galaxies située à quelques 2,8 millions d'années-lumière de la Terre. Qui dit mieux? Et au tome 6 de la série, dans un album intitulé « Les 3 soleils de Vinéa », elle va être conviée avec ses fidèles compagnons Vic et Paul à rejoindre la planète d'origine de ces Vinéens à la peau bleue dans une navette galactique dont l'auteur prend soin de nous expliquer les arcanes. J'ai lu et relu ces deux vignettes, alors je vous les remets juste pour le plaisir. Qu'en dites-vous? Un milieu dont la lumière a été supprimée et qui permet de dépasser la vitesse de la lumière. C'est classe ou c'est pas classe? Ouais, allez, c'est pas mal. Mais ça reste complètement et définitivement vide de sens au plan de la physique théorique. On n'échappe pas au cas 1. Un moins que je vais mettre dans la colonne tachyon, on dépasse la vitesse de la lumière sans passer par un raccourci hyperspatial et sans non plus replier l'espace. On passe pour finir au monde d'Aldébaran, où on apprend, je cite un résumé de l'œuvre, qu'en 2027, le professeur Alvin Benevides reçoit le prix Nobel de physique pour des travaux sur un procédé de transfert quantique. Le Benevides transfert permet d'aller plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui va marquer le début d'une ère de colonisation spatiale, en commençant par la planète Aldébaran 4, en orbite autour de l'étoile Aldébaran, à 64 années-lumière de la Terre. Et en 2078, après 30 ans de préparatifs, le vaisseau Johann Kepler va croiser vers Aldébaran avec 1500 colons à bord. Il rejoindra la planète en 255 jours, donc pour faire 64 années-lumière. Même si l'univers de Léo est beaucoup plus hard science, beaucoup plus réaliste, si vous voulez, que l'univers, par exemple, des Valérians, la propulsion relève quand même clairement, encore une fois, du cas 1. Concernant donc ce transfert quantique, je mets le moins dans la colonne téléportation, mais à vrai dire, la colonne tachyon aurait très bien pu convenir. Au bilan de ce minuscule sondage, une vingtaine de moyens ont été évoqués, dont la moitié sans aucun souci de justification théorique. Ce sont simplement des mots qui évoquent vaguement l'univers de la relativité générale, hyperespace, et encore, même pas vraiment, ou de la mécanique quantique, téléportation, ou d'un mélange des deux, par exemple la propulsion Hawking. Et parmi les moyens qui s'appuient sur une physique spéculative, on a le warp drive et les ponts Einstein-Rosen, c'est-à-dire tous les moyens qui permettent de se déplacer à base de trous noirs. J'ajoute à cela l'hibernation ou biostase, qui semble un moyen relativement moins fantaisiste que ce qui précède et nettement moins gourmand en énergie, à l'évidence, mais qui implique un arrêt complet des processus biologiques, ce qui reste extrêmement spéculatif. L'usage d'antimatière ou de fusion nous fait entrer dans de la physique mieux établie, mais dans un seul cas, celui d'Avatar, comme on a vu, les concepteurs ont semblé se préoccuper des ordres de grandeur, notamment, ça paraît basique, mais en prévoyant des réservoirs au vaisseau. 13 œuvres, on est d'accord que c'est un tout petit sondage, et ce n'est pas beaucoup pour se faire une statistique, mais dans les commentaires, je vous invite à compléter avec vos lectures. Et si vous le faites, mentionnez l'œuvre, l'auteur, l'année de parution, c'est pas mal, et le système de déplacement, hein, en résumé, et à votre avis, de quel cas se relève, hein, de 1, 2, 3 ou 4. La raison sous-jacente
à cette aisance des déplacements dans toutes ces œuvres de fiction relève essentiellement d'une contrainte narrative. Un récit, quel qu'il soit, met en scène généralement un personnage central ou un petit groupe de personnages à qui il arrive diverses péripéties, et si on veut que le récit se déroule en divers lieux situés sur des planètes distantes, il faut que le trajet qui les relie tienne en moins qu'une vie humaine. Il est difficile de trouver une intrigue capable de rebondir sur plusieurs générations, plusieurs millénaires même, avec nécessité à chaque fois qu'on veut faire avancer le récit, de reconstruire un nouveau set de personnages qu'il faut relier au précédent. Et voilà, cette contrainte, répétons-le, est toute littéraire. Et en tant que telle, elle ne doit tenir aucune part à la réflexion, strictement aucune. Et voilà un premier obstacle à affronter. Pour plonger dans le sujet, à la recherche d'une voie permettant de rejoindre notre système stellaire, il va falloir, pour commencer, nous contraindre à une forme d'ascèse, afin de nous débarrasser de tous les réflexes mentaux qui résultent de cette imprégnation culturelle. Si on veut prétendre réaliser la prophétie, il va falloir considérer ces contraintes temporelles bien en face. Voilà, j'espère que ce long détour au sein de ces multiples univers vous aura plu autant qu'à moi-même. Et en même temps, car c'était tout le but poursuivi, j'espère que vous m'accorderez, après ce petit tour d'horizon, que le patrimoine culturel que constitue la science-fiction, aussi riche et foisonnant qu'il soit, ne constitue pas une véritable propédeutique pour aborder ce que pourrait être, pour de vrai et dans les temps futurs, un trajet interstellaire effectivement mené depuis la Terre jusque, disons, le système de Proxima du Centaure, notre plus proche voisin. Aucune de ces œuvres n'offre une solution techniquement réaliste pour aborder cet immense défi. Dans l'épisode suivant, nous allons précisément nous attacher à dessiner un peu plus précisément à quel point c'est un défi. Nous avons deux géants de la physique à affronter, deux géants qui se tiennent la main, le temps et l'énergie. Dans cet épisode, nous avons vu que, dans toutes les œuvres de science-fiction, on biaisait avec le temps pour des raisons de contraintes narratives. Nous allons voir également à quel point la question de l'énergie est négligée, à peine effleurée, alors qu'il s'agit certainement du défi le plus extraordinaire qui s'offrirait à l'humanité si elle décidait un jour de réaliser la prophétie de Tsiolkovsky. D'ici là, portez-vous bien, je ferai tout mon possible pour sortir l'épisode dès que possible, mais voyez-vous, c'est un métier, et j'y débute, on apprend en marchant, j'espère que ça me permettra de presser un peu le pas à l'avenir. En attendant, on garde le pied marin, paré pour la manœuvre, ciao.